Bonjour et bienvenue au Québec Connecté, l'émission qui fait le tour du Québec et qui vous présente les reportages qui sont réalisés par nos équipes sur le terrain dans toutes nos régions. Cette semaine, à l'émission, la série des outardes fermée pour une durée indéterminée, l'interdiction du cellulaire à l'école, Saint-Hubert Express à Saint-Liboire, le restaurant se joint au projet de salle à manger inclusive, Momentum par le renfort, et janvier, le mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer. Coup dur dans l'industrie du bois d'œuvre, résultat notamment des tarifs douaniers imposés par le président américain Donald Trump. La série des outardes à Bécomo, propriété de Domtar, ferme ses installations pour une durée indéfinie, poussant au chômage environ 350 personnes qui travaillaient en usine et dans la forêt. D'autres entreprises de Domtar sont aussi affectées. Le reportage de Olivier Roy-Martin. Le 13 janvier, Domtar a annoncé la fermeture pour une durée indéterminée de la série des outardes. La décision touche près de 350 travailleurs œuvrant dans l'usine et les opérations forestières. Il y a 186 travailleurs à la série des outardes qui sont directement employés par Domtar. Puis au niveau des opérations forestières, il y a environ 160 personnes qui sont employées par différents contracteurs, des contracteurs généraux, qui travaillent de façon très, très intime là, avec les gens de la série. Tout ça, c'est une opération intégrée. Donc, ils font partie de la famille, comme on dit. C'est vraiment des gens avec qui on travaille tous les jours. Puis, en fait, dans ce genre de circonstances-là, l'entreprise se déplace. Donc, nous, il y avait les deux vice-présidents seniors de l'entreprise qui sont allés rencontrer les gens pour leur parler à nos parties prenantes aussi, au niveau des élus locaux, les gens des chambres de commerce, les syndicats. Ben, l'ambiance, évidemment, c'est désastreux. C'est pas seulement de dire on reprend pas tout de suite, c'est qu'on sait pas quand on reprend. Donc, ça rajoute à l'incertitude. Et donc, puis là, ben, on comprend que bon, est-ce que les gens vont pouvoir travailler ailleurs? Deux, s'ils vont travailler ailleurs, est-ce qu'ils vont revenir? Parce que toute la question d'être capable de reprendre les activités. Donc, c'est sûr que ça soulève énormément de questions, d'inquiétudes. Puis oui, nous, ils sont rentrés en contact avec nous immédiatement dès que les nouvelles ont sorti. Ce sont toujours des très, très mauvaises nouvelles. Prendre une décision comme celle-là, c'est pas facile. C'est le dernier recours. La nouvelle a pris de court le syndicat Unifor. Ben, la série des outardes est en arrêt depuis la mi-décembre. C'était un arrêt prévu pour le temps des fêtes, ce qui est assez fréquent. Maintenant, on nous avait avisé que cet arrêt-là serait peut-être un petit peu plus long que d'habitude, mais l'espoir et ce qui avait été annoncé, c'est qu'on repartirait en janvier. Quand on disait un petit peu plus long que d'habitude, peut-être une semaine ou deux plus long. Maintenant, hier, on a su, là, suite à l'annonce de Domtar, de réduire encore une fois de 20 sa capacité de production, que là, la fermeture de la série des outardes était prolongée de manière indéterminée. La série des outardes n'est pas la seule touchée par le plan de diminution de production de l'entreprise Domtar, qui va réduire des quarts de travail au Saguenay-Lac-Saint-Jean notamment. L'annonce d'hier, ça a été une diminution de la production de 150 millions de pieds planches, et ce, à travers les opérations de Domtar. La série de Bécomo est une partie de ce plan-là. On a également annoncé une fermeture indéfinie en Ontario à la série Ignace. Puis il y aura aussi des diminutions de production qui vont se matérialiser par des quarts de travail. Donc, dans certaines usines, il va y avoir une réduction de la production. Domtar pointe du doigt les tarifs américains sur le bois d'œuvre. 45 de tarifs. Imaginez, là, vous vendez un produit, puis il y a 45 du produit de cette vente-là qui vous est enlevé. C'est très difficile d'imaginer un modèle d'affaires là, qui est rentable, qui est viable sur le long terme avec une taxe aussi élevée. Nous avons demandé à Guillaume Julien si les tarifs américains menacent la survie de Domtar. On est une entreprise résiliente, puis on prend des décisions responsables pour justement protéger nos activités sur le long terme. C'est des décisions difficiles comme on a fait à Bécomo aujourd'hui, mais on doit ajuster notre production avec la demande. La faible demande est un autre argument invoqué par la compagnie canado-américaine pour justifier la réduction de sa production. Donc, il y a un marasme économique en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis. Les gens ne prennent pas la décision de rénover leur maison, de l'agrandir, de se bâtir une maison
Donc, il y a vraiment je vous dirais, un ralentissement économique. Les gens ont moins d'appétit pour dépenser, pour se construire des nouvelles résidences. Les taux d'intérêt sont encore relativement élevés. Aux États-Unis, par exemple, qui est le plus gros marché de consommation, les taux d'intérêt long terme demeurent élevés. Le coût des opérations forestières plus élevé sur la Côte-Nord fait également partie des raisons invoquées par Domtar pour justifier la fermeture pour une durée indéterminée de la scierie des Outardes. Mentionnons en terminant que l'entreprise embauche près de 14 000 personnes dans 60 établissements au Canada et aux États-Unis. Depuis la rentrée scolaire en septembre 2025, les écoles primaires et secondaires du Québec interdisent l'utilisation des téléphones cellulaires et des appareils mobiles personnels. Objectif de cet important changement dans le quotidien des jeunes, améliorer la performance et la concentration, de même que de développer les habiletés sociales et réduire la charge mentale, en plus de promouvoir le respect et le civisme. Est-ce que ces objectifs sont atteints? Réponse dans ce reportage. À partir du moment où la loi a été communiquée, annoncée, bien, nous, on s'est mis au travail, puis on a vraiment pris le temps d'informer nos parents, informer nos élèves aussi. C'était difficile de ne pas être au courant là, de cette mesure qui était mise en place, là. Nous, on est chanceux ici à l'École des Deux-Rives parce que c'est une école qui est 5e, 6e année primaire puis secondaire 1. Fait que nos élèves, les dernières années, ils n'avaient pas le droit non plus d'avoir les cellulaires en classe, mais ils avaient juste le droit aux pauses puis sur l'heure du midi. Fait que la transition a peut-être été plus facile pour nous. Puis ça s'est super bien passé. Là, quelques ajustements au début, mais on a eu comme zéro gros problème là, par rapport à ça là, pour retirer le téléphone. On n'a jamais eu le droit, fait que ça m'a pas vraiment dérangé pour moi, parce que moi, à part jouer, je l'utilisais pas vraiment pour le travail, donc ça me dérange pas full. On considère que les élèves sont plus actifs sur l'heure du midi, dans le sens qu'ils participent plus aux activités qu'on leur propose. Je ne vous cacherai pas qu'avec l'annonce du cellulaire, on s'est quand même mis au travail pour organiser le plus possible d'activités, pour avoir plus de variété aussi, pour être capable d'agir en prévention. Les élèves sont au rendez-vous, les élèves participent. Là, ça a permis aux élèves de voir qu'ils étaient encore capables de se parler en face à face et non pas juste par texto. Fait que des petites habiletés sociales, peut-être. Là. Des fois que quelques-uns ont dû retravailler, mais sinon, ça s'est bien passé aussi de ce côté-là. Bien, nous, avec mes amis, qu'est-ce qu'on fait souvent, c'est qu'on parle. Sinon, des fois, on s'en va jouer dehors. Puis l'École des Deux-Rives a mis en place beaucoup d'activités sur l'heure du dîner que tu pouvais t'inscrire. Il y a Tabascouchi, il y a Génie en herbe, puis une panoplie d'autres. Dans les activités, c'est vraiment ouvert pour tout le monde, là. Il y a plein d'intérêts différents, fait que souvent, il y en a, eux, qui étaient un petit peu tout seuls, là, qui avaient moins d'amis. Bien, ils pouvaient se faire plus d'amis quand ils arrivaient dans ces clubs-là, parce que eux qui étaient avec, qui étaient intéressés par les mêmes sujets. Fait que c'était le fun. Étant donné qu'ils n'ont pas le droit au cellulaire à l'école, donc on leur permet, parce qu'ils l'ont dans l'autobus pour sécuriser les parents ou quoi que ce soit, donc ils l'apportent. Quand ils arrivent au casier, donc avec leur blouse puis leur linge, ils laissent ça au casier toute la journée. Ils le reprennent à la fin de la journée, le soir, pour quitter pour l'autobus, tout simplement. Bon, l'enjeu qu'on a eu, c'est qu'on s'est rendu compte que les jeunes ne sont pas capables de lire une horloge. C'est ça l'enjeu qu'on a eu. Tout le monde était, mais là, il est quelle heure? Mais on a l'horloge. Ouais, mais là, pas capable de lire une horloge, là. Fait que ça a été l'enjeu qu'on a eu de s'adapter à ça. Fait qu'on se dit que dans les prochaines années, possiblement, qu'on va retrouver la compétence de lire une horloge. Bien, en fait, avant de vous rencontrer, j'ai pris le temps d'aller vérifier ça. Puis, en fait, on a fait 14 interventions depuis le début de l'année. C'est-à-dire qu'il y a 14 cellulaires qui ont été confisqués. À partir du moment où l'élève utilise ou a un cellulaire, que l'adulte s'en aperçoit, on demande à l'élève de donner le cellulaire à l'adulte. Dans nos procédures, l'adulte va apporter le cellulaire au secrétariat et c'est la secrétaire qui communique avec les parents pour que les parents viennent chercher le cellulaire en fin de journée sur les heures de travail, là. Donc, c'est vraiment, on retourne le cellulaire à l'autorité parentale et non pas à l'élève. Ça s'est quand même très bien passé. On anticipait un petit peu peut-être certaines réactions de parents à certains moments qui devaient manquer du travail pour venir chercher le cellulaire, mais honnêtement, j'inventerais des problèmes, là, mais c'est vraiment pas le cas. Ça s'est très bien passé jusqu'à maintenant.
Tous les dimanches midi, plusieurs restaurants Saint-Hubert sont maintenant en mesure d'accueillir des personnes autistes et leurs familles dans un environnement favorable. Les employés de ces restaurants, dont celui de Saint-Liboire en Montérégie, sont formés pour mieux répondre à la réalité des personnes autistes et s'assurent de répondre aux diverses sensibilités de cette clientèle en utilisant différents moyens. Le reportage de Kimberly Hall. La rôtisserie Saint-Hubert Express de Saint-Liboire offre un environnement adapté aux personnes autistes tous les dimanches midi depuis l'été dernier. La franchisée Caroline Beauregard tenait à implanter ce projet dans la région. C'est certain que c'est une cause qui me tient à cœur vraiment parce que, bien, premièrement, j'ai déjà embauché ici même et dans un autre restaurant des personnes autistes. Puis, bien, je trouve ça important. Ça vient dans mes valeurs d'inclure les gens différents, que ce soit autistes ou autres. Puis, je trouvais ça important là, que ce soit aussi inculqué pour mes employés. La salle à manger tient compte des différentes sensibilités de cette clientèle en diminuant les lumières ou en baissant la musique. Des trousses sensorielles sont également offertes. Ça, ce qu'on appelle ça, c'est un tableau de communication. Parce qu'il faut dire qu'il y a des personnes autistes qui sont moins à l'aise de s'exprimer. Donc, ils peuvent dire, bon, mais moi, je me sens comme ça, je suis triste ou quoi, je suis content, ou tu as vraiment une réponse. Ah, un minuteur. Pourquoi un minuteur? Souvent, les personnes autistes vont avoir une conception du temps qui est différente. Donc, ça peut les aider à être plus calmes, plus patients, à dire, OK, bon, mon poulet s'en vient dans 20 minutes, donc le temps va passer. On a des écouteurs, parce que même si on baisse le son durant la période inclusive, il peut quand même avoir des cris, il peut y avoir des gens. Donc, on leur a des coquilles. Ça, on appelle ça un tangle pour s'occuper un peu. Les employés ont tous reçu une formation en ligne pour mieux comprendre, communiquer et servir les personnes autistes. La transition s'est faite assez facilement selon Caroline Beauregard. On a accueilli une famille la première journée. Ils sont venus demander la trousse sensorielle et tout ça, mais ça s'est très bien passé. J'ai pas eu de commentaires négatifs. Je pense que les employés étaient contents aussi qu'on puisse offrir ça dans le restaurant. Ils se sentaient mobilisés avec ça. À l'échelle nationale, cette initiative prend de l'ampleur depuis 2 ans, selon Alain Bessette, chef de projet pour la Fondation Saint-Hubert. Actuellement, près d'une 50aine de restaurants ont instauré ce projet inclusif. On a fait un projet pilote avec 5 restaurants. On voulait voir comment ça allait. Ça s'est très bien passé. Et là, on s'est dit, OK, on en fait d'autres. Fait que là, au bout de la première année, on était rendu à une 12aine de restaurants inclusifs. Donc, au bout d'une autre année, on est passé à 44 restaurants inclusifs, dont la majorité des rôtisseries soi-disant traditionnelles. Donc, les traditionnels, c'est les restaurants qui sont plus gros qu'un express. On est rendu à plus de la moitié. Donc, vraiment, on a vraiment le vent dans les voiles. D'ailleurs, le restaurant Saint-Hubert à Saint-Hyacinthe s'est également ajouté dernièrement. L'objectif à long terme, selon M. Bessette, est que tous les Saint-Hubert puissent avoir ce système en place afin que davantage de familles bénéficient de ce service. C'est aussi intéressant pour toutes les personnes qu'on dit neurodivergentes. Ça, c'est un long mot. Neurodivergent, ça peut être des gens qui sont TDAH, des gens qui sont autistes, des gens... Il y a comme une vingtaine de conditions qui font partie de ça. Et moi, je pense que tous les gens qui sont neurodivergents vont apprécier de venir chez Saint-Hubert les dimanches de 11h à 13h. L'anxiété est la problématique en santé mentale qui touche le plus de personnes à travers le monde. C'est aussi un trouble en augmentation autant chez les adultes que chez les jeunes du secondaire. Et c'est pour mieux comprendre cette réalité en rendant visible l'invisible que le Centre de rétablissement, le Renfort à Alma, a créé un projet immersif appelé Momentum. Les participants entrent dans une cabine pour vivre une expérience de montée d'anxiété. Le reportage de Mélissa Raté. On veut démystifier, informer, outiller les personnes qui peut-être en vivent et qui n'ont pas mis encore le mot sur leurs symptômes. Donc, ça dure 4 minutes 20. Les gens entrent dans la boîte, appuient sur un bouton et l'expérience démarre. Vous vous apprêtez à vivre l'instant de moment, l'expérience immersive d'une montée d'anxiété, telle que certaines personnes la ressentent au quotidien. Cela peut se produire dans toute situation de la vie courante. C'est une situation banale du quotidien qui peut être vécue par tout le monde. Donc, momentum, ça vient de là aussi. L'anxiété, ça peut arriver au moment où est-ce qu'on s'en attend le moins. Ça peut durer que quelques secondes, quelques minutes. Après ça, on peut être outillé pour faire descendre cette montée-là. Donc, tout autour de la boîte, il y a des codes QR qui mènent à des ressources, qui mènent à des lectures en lien avec la problématique qui va viser à sensibiliser et informer la population.
Comment ça se passe au niveau de la santé mentale? Bien, en fait, au niveau de l'anxiété, c'est en explosion. Selon l'Institut de la statistique de Québec, en 2024, il y a 15 des adultes qui ont reçu un diagnostic de trouble d'anxiété. Puis chez nos jeunes d'âge secondaire, dans les 10 dernières années, le taux de jeunes qui sont diagnostiqués avec des troubles anxieux est passé de 9 à 20 Il y a plusieurs symptômes aussi qui sont associés à l'anxiété, à des crises. Des fois, ce sont des symptômes qui peuvent paraître peut-être anodins pour nous, mais pour la personne qui vit cette crise d'anxiété-là, ça fait vraiment peur, là, des fois. L'anxiété, ça provoque un malaise incroyable. Tant que souvent les gens vont penser faire une crise cardiaque, vont penser être réellement malades, il y en a qui vont penser mourir. Puis quand on pense à ça, bien, on augmente les symptômes. Donc évidemment, ça peut commencer très anodinement. Des picotements. Ça peut être des picotements aux doigts, des picotements autour des lèvres. Le cœur se met à battre vite. On manque de souffle. Parfois, on va être étourdi. On va voir flou. Tout ça mis ensemble, là, quand on ne l'a jamais vécu ou même quand on l'a déjà vécu, c'est vraiment épeurant. Là. C'est vraiment désagréable à vivre. C'est important aussi pour les gens qui ne vivent pas cette crise d'anxiété-là, d'être capable aussi de comprendre comment ça se passe pour être là aussi pour soutenir, pour appuyer cette personne-là, parce que des phrases ou des commentaires comme « Ah, c'est pas si grave que ça, laisse faire », tu sais, on en veut le moins possible. Malheureusement, ces commentaires-là vont freiner les gens à aller chercher de l'aide ou à en parler, tout simplement. Les gens vont vivre ça de l'intérieur, puis ne voudront pas en parler de peur d'être jugés, de peur de se faire dire, ben voyons donc, pourquoi tu as peur de ça? C'est niaiseux ou des choses comme ça. Puis, dans le fond, c'est ça que Momentum veut faire. Momentum veut informer la population en général de comment ça se construit, c'est quoi le mécanisme de l'anxiété, puis comment on vit, c'est quoi le malaise que ça provoque. On voudrait que le plus de gens possible puissent vivre Momentum pour comprendre qu'est-ce qui se passe, développer de l'empathie envers ces gens-là, puis tu sais, qu'on en parle, puis qu'on en parle. Parce que c'est quand on en parle qu'on commence le début de la solution. Puis il y en a des solutions, ça se gère l'anxiété, mais ça commence par pouvoir en parler. Ça fait 2 ans que toute la gang, vous travaillez là-dessus. Oui, ça fait 2 ans. En novembre 2023, la santé publique avait des fonds, savait que le renfort, on embarque dans ce genre de beaux projets-là, qu'on a des bonnes idées. Donc, on est très fiers d'avoir pensé de A à Z au projet. On est parti de rien. On s'est dit, bon, qui on veut sensibiliser? Les milieux de travail, la population, monsieur, madame, tout le monde. Donc, cette boîte-là va pouvoir se promener un peu partout. Elle est autonome, on dit autonome ambulante, parce qu'elle n'aura pas besoin non plus d'un intervenant toujours à côté. Pour accueillir Momentum dans votre milieu, communiquez avec le Centre de rétablissement Le Renfort. Janvier est le mois de sensibilisation à la maladie d'Alzheimer. Au Québec, plus de 141 000 personnes en sont atteintes et les membres de leur entourage, inclus des personnes aidantes, sont également touchés par la maladie. Notre journaliste s'entretient avec Arielle Bouchard, agente de développement des communications pour la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent. Marie-Josée Lavoie. Le mois de janvier est un mois important, c'est un mois de sensibilisation, quoique c'est tout aussi important d'en parler à longueur d'année, mais particulièrement ce mois-ci, on en jase ensemble. D'abord, peut-être comprendre la base, la différence peut-être entre un cerveau normal qui vieillit et un cerveau qui a l'Alzheimer qui vieillit. Quelles seraient les différences majeures, Arielle? Bien, en fait, si on prend des comparaisons entre les signes précurseurs des troubles cognitifs versus le vieillissement normal, par exemple, les pertes de mémoire, si on prend le signe précurseur le plus connu, d'oublier un rendez-vous chez la coiffeuse, d'oublier quelque chose à l'épicerie, c'est de l'ordre du normal. On a tous la tête pleine, on a tous nos enjeux quotidiens, nos tracas, est-ce qu'on a bien dormi ou non? Versus, quand on est dans un signe précurseur d'un trouble cognitif, est-ce que j'oublie le nom de mes enfants? Est-ce que j'oublie des choses à des endroits qui pourraient être plus ou moins opportuns. Par exemple, mettre quelque chose dans un frigidaire qui ne va pas du tout dans un frigidaire et qui ont un impact sur mon quotidien. C'est là la différence entre le vieillissement normal et un vieillissement qui est pathologique. Sur l'entourage, évidemment, ça a toujours un impact important, cette maladie de l'Alzheimer. Comment est-ce que ça transforme, si on veut, la dynamique familiale pour une personne qui vit avec l'Alzheimer et ses proches et amis?
Ben, en fait, on peut pas mettre sous silence l'impact que ça a sur l'entourage, que ce soit les personnes proches aidantes. Mais moi, je dis toujours qu'on connaît tous de près ou de loin. On est tous touchés de près ou de loin par quelqu'un qui vit avec un trouble cognitif. L'impact majeur, c'est beaucoup l'incompréhension, la peur, comment je vais agir, qu'est-ce que je dois faire les prochaines fois que je vais voir mon proche, un peu l'incompréhension vers comment elle va évoluer la maladie, vers où ça s'en va. Je pense qu'il y a là l'impact majeur sur les proches. Beaucoup de questionnements parce que peut-être qu'on n'en parle pas assez, alors d'autant plus, raison de plus d'en parler encore plus aujourd'hui. Communication, dignité, c'est ça. Toute l'histoire de la communication avec une personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, comment on s'y prend, parce qu'on peut être facilement déstabilisé si la personne oublie notre prénom ou encore si elle ne se rappelle pas ce qu'elle a fait hier avec nous. Il peut y avoir un sentiment de malaise. Donc, comment on s'y prend? Ben, en fait, moi, je dis toujours aux gens, il n'y a pas de baguette magique, hein, il n'y a pas de recette miracle. Restons humains. Restons humains. On a un humain devant nous, un humain qu'on aime, avec qui on a partagé des beaux moments. Misons sur le moment. Misons sur la qualité du lien plus que sur qu'est-ce qui se dit, c'est quoi le contenu. Tu sais, misons sur tout ce qui est autour. Soyons patients, bien entendu. Adaptons-nous à sa réalité. Si la personne nous fait répéter une deuxième fois, troisième fois, répétons. Je pense que c'est d'inclure en fait cette personne-là, puis de l'inviter à prendre part aux discussions quand on est dans un groupe. On arrive de la période des fêtes. Ouais. Donc, soyons inclusifs, amenons-les à discuter avec nous. Peut-être pas tous parler en même temps si on est plusieurs. Réduire aussi le nombre de personnes autour d'une table. Si on a tendance à faire des grands rassemblements familiales, peut-être diminuer un peu, en faire peut-être un peu plus souvent, mais moins nombreux. On parlait tout à l'heure d'incompréhension. Est-ce que ce serait ça le plus grand mythe face à cette maladie, l'incompréhension des gens face à ce trouble-là? Oui, puis l'aspect très fataliste hein, autour de la maladie, quand j'ai un diagnostic, c'est terminé, hein, tout est terminé. Euh, c'est ça, nous, on travaille beaucoup à nourrir l'espoir. Il y a beaucoup selon une étude récente, un Canadien sur 4 dirait qu'il préférait ne pas le savoir s'il y avait un trouble neurocognitif. Donc, nous, on travaille beaucoup à briser ces stigmas-là pour justement amener les gens à voir un autre côté. Comment bien se préparer à affronter ça, en fait. Donc, c'est ça, vous avez plusieurs ressources. Là, je voulais terminer avec ça parce que c'est le mois de la sensibilisation en janvier, mais c'est important tout au long de l'année et les ressources sont là. La Société d'Alzheimer du Bas-Saint-Laurent propose donc différentes options. On peut vous appeler, on peut aller voir le site web. Il y a plusieurs éléments qu'on peut découvrir et peut-être en apprendre davantage. Oui, tout à fait. On a des services offerts sur l'entièreté du territoire du Bas-Saint-Laurent. On est un grand territoire, que ce soit un suivi individuel ou familial avec nos conseillères aux familles qui sont des intervenantes dans l'Est et dans l'Ouest, que ce soit du répit stimulation à domicile pour les gens qui vivent avec un trouble cognitif et du répit aux proches aidants, des centres de jour. On a des conférences également, de la formation pour les professionnels. Donc, on a une panoplie de services là, pour tous. Génial. Ben écoute, je te remercie énormément d'avoir pris du temps pour en parler avec nous. Ariel Bouchard, agente de développement et communication à la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent. Merci beaucoup, Ariel. Merci. Voilà ce qui complète pour cette semaine. Merci à toutes nos équipes d'un peu partout au Québec. Merci à vous d'avoir été là et au nom de Nous TV, merci de nous suivre et passez une excellente semaine.